Donc j'avais la charge de vous parler de la stimulation électrique sur la fonction vésico-sphinctérienne, passé, présent, futur. Et moi je résiste jamais, quand on parle de la stimulation électrique, à parler de mixte. On a vu beaucoup l'intérêt des coopérations entre équipes. Il peut y avoir aussi la double formation. Un des deux était médecin et physicien. Et c'est grâce à ça qu'en troisième, vous avez appris que le système nerveux conduisait l'électricité, puisque c'est lui qui a fait la première stimulation électrique du nerf sciatique sur la grenouille. Et puis, je ne sais pas si M. Bussel, je n'étais pas là hier, a parlé du chêne de Boulogne. Je crois que vous en avez parlé sur la physiologie des émotions. Ils faisaient de la stimulation magnétique pour faire contracter les muscles et ils montraient justement que les émotions et l'expression des émotions étaient liées à un système, au fonctionnement du système nerveux et en particulier du système nerveux périphérique. Et ça a été un des premiers photographes en médecine. Alors, pour ce qui est de la fonction vésico-sphinctérienne, il faut bien comprendre que tout ça a une histoire qui est une histoire très ancienne et qui est intéressante parce que quand on va regarder un peu tout ce qui a été fait, on va rapidement s'apercevoir que beaucoup de choses ont déjà été testées, mais avec deux principes qui sont deux principes, je dirais, complètement différents. Il y a un premier principe qui consiste à stimuler pour obtenir une réponse directe. Et c'est l'idée, par exemple, d'essayer de faire contracter la vessie et en utilisant l'électricité, d'utiliser cette stimulation électrique pour en compenser l'absence de contrôle volontaire sur le déroulement de la miction et du coup améliorer cette capacité à pouvoir vider la vessie. Et puis un deuxième principe, et d'ailleurs les gens qui ont travaillé sur stimuler pour entraîner une réponse directe, se sont du coup rendus compte qu'il y avait une autre possibilité qui était, comme pour toutes les fonctions du corps, arriver à moduler le cycle mictionnel entre sa phase de continence et sa phase de miction pour entraîner du coup une modification comportementale et une modification efficace sur les dysfonctionnements vésico-sphinctériens par une stimulation chronique. En fait, tout ça a été développé de manière tout à fait parallèle et souvent par les mêmes équipes à partir des années 50, où il y a eu aux États-Unis des grants très importants sur la stimulation électrique pour les personnes handicapées. Et vous allez voir que les applications ont largement dépassé ce champ tout à fait spécifique maintenant. Alors je vous ai remis là une petite étude de la littérature qu'on avait fait il y a longtemps et qui moi j'aime bien parce que voilà, elle va vous donner une idée de l'historique de ce qui a déjà été fait. Par exemple, Nachol, grand chirurgien très connu en particulier pour la douleur, puisqu'il y a toujours l'intervention de Nachol. Nachol, il avait essayé chez les patients blessés médulaires de faire de la stimulation électrique du cône terminal, en particulier pour entraîner du coup la restauration du contrôle mictionnel. Bon, ça s'est soldé par un échec, sauf qu'il s'apercevait quand même qu'en stimulant le cône terminal, on pouvait entraîner une contraction vésicale. Malheureusement, l'effet fonctionnel sur l'incontinence et la qualité de la miction n'étaient pas satisfaisants. Il y a eu de la stimulation du périnée pour l'incontinence urinaire des forces dans les années 60, du détrusor avec une publication en 67 dont l'idée était, avec un grand champ électrique intrapelvien, de faire contracter le détrusor en masse chez des patients qui avaient des lésions périphériques partielles ou des patients avec des lésions centrales. Le problème, c'est que quand la vessie se contractait, les électrodes ne suivaient pas et que donc il y avait un épuisement assez rapide de l'efficacité de la stimulation qui, du coup, d'un point de vue fonctionnel, avait peu d'effet. Et puis, il y a deux équipes, une aux États-Unis à Los Angeles, l'équipe de Tanago et Schmidt, et l'équipe de Brindley, qui ont travaillé sur la stimulation des racines sacrées, initialement chez le patient neurologique. Alors, autre temps, autre mœurs, pourtant, c'est pas si loin que ça. Quand vous lisez les papiers de ces deux auteurs, vous apercevez que le comité d'éthique était assez lâche dans ses critères d'inclusion des patients et que, du coup, ils associaient pour un certain nombre d'entre eux de la section de nerfs et de la stimulation électrique contralatérale, de la stimulation de nerfs pelviens, puis de la section partielle du nerf honteux. Enfin bref, ils ont fait toute une espèce de cuisine, mais ces deux équipes le travail de ces deux équipes a permis d'aboutir à des solutions thérapeutiques encore utilisées récemment. Alors ça, c'est la photographie d'un patient qu'on suit à Garches depuis très longtemps. Puis quand il est arrivé, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas été vu. Il avait des troubles vésico-sphinctériens très importants et avec des infections urinaires très sévères. Puis en faisant la radio, on s'est aperçu qu'en fait, je crois que c'est
le professeur Bitker, qui avait mis ça en place en 65, qui lui avait mis, vous voyez, ce magnifique stimulateur de Caldwell pour faire contracter la vessie. Le stimulateur était resté en place, le patient ne vidait toujours pas. Mais vous voyez qu'on peut le retrouver quand même chez certains de nos patients, c'est pas inintéressant de voir ce que ça donne. Alors, stimuler pur modulé, c'est une idée beaucoup plus ancienne, et en particulier l'idée d'un chirurgien danois, Saxtorph, qui à la fin du 19e siècle, pour des patients qui avaient des épisodes de rétention, en particulier il l'a testé en premier, après chez une femme chez qui il avait été obligé de faire une chirurgie rectale élargie pour un cancer du rectum. Il s'est aperçu qu'il y avait une rétention d'urine, mais la préservation d'une forme de sensibilité au remplissage vésical. Et il a essayé de faire des stimulations électriques à l'intérieur de la vessie, pour voir stimulation chronique, en montant des petites électrodes sur le cathéter endovésical. Et il s'est aperçu que petit à petit, la patiente avait récupéré, alors qu'elle était très à distance de sa chirurgie rectale, récupéré une possibilité d'uriner. C'est ce principe qui a été redéveloppé secondairement pour des spina par Madersbacher à Innsbruck et qui est utilisé actuellement pour la neuromodulation chez les patients en rétention. D'autres indications de modulation, McGuire sur le SPI verrait que cette technique est encore utilisée, c'est du TENS en fait qu'on place de manière ou percutanée ou transcutanée pour stimuler le sciatique poplité interne à la cheville et qui permet le nerf tibial postérieur et qui permet de moduler l'activité vésicale quand elle est trop active. La stimulation du nerf honteux interne, la stimulation du périnée et enfin la stimulation du troisième nerf sacré par l'équipe de Tanago en 1980. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a deux solutions qui ont été développées avec tout ce cheminement et tous ces essais successifs des sites de stimulation des différentes indications, que ce soit dans l'idiopathique, chez des patients neurologiques périphériques, des lésions centrales, mais du coup une très grosse expérience de ces stimulations. Et on va retrouver ces deux principes. Vous avez la stimulation sacrée, qui a été développée, système Interstim, qui est développé par Medtronic, qui est une stimulation chronique du troisième nerf sacré, et dont l'indication est l'hyperactivité vésicale réfractaire, c'est-à-dire ces patients qui souffrent à la fois d'une pollacurie, d'impériosité et de fuite par impériosité, et des patients qui ont des rétentions dites inexpliquées. Il y a peu d'indications chez le patient neurologique parce que l'efficacité est souvent modérée, et c'est de la stimulation chronique à visée de modulation. Et de manière complètement opposée, vous avez le stimulateur de Brindley. Le stimulateur de Brindley, c'est un stimulateur des efférences sacrées pour entraîner une contraction vésicale après épuisement de la contraction sphinctérienne et une radicotomie pour bloquer l'apparition du réflexe mictionnel. Donc là, l'indication, elle est complètement différente. C'est le blessé médulaire avec une lésion complète, suprasacrée, une hyperactivité du détrusor et une dysynergie vésico-sphinctérienne, et chez qui on veut restaurer à la fois une continence qui est liée à la radicotomie, plus de réflexe, plus de contraction vésicale désinhibée, donc plus de fuite, et une miction sans sondage qui est liée à la stimulation électrique. Alors prenons le stimulateur de Brindley. Vous savez que Brindley était un espèce de génie sous le mode anglo-saxon. C'est lui qui a inventé les injections intracaverneuses d'alpha-bloquants pour les troubles de l'érection. Et le jour où il a présenté ça au congrès d'urologie, j'aime beaucoup cette histoire, il est sorti de la pièce, il s'est fait l'injection, il est revenu la braguette ouverte avec une érection magnifique en disant « Voyez, c'est même efficace en public ». Et donc, il avait toujours la cravate club et une paire de tennis. Et c'est un mec qui est absolument génial puisqu'il a testé énormément de choses, développé dans une forme d'isolement d'ailleurs assez dramatique un certain nombre de solutions thérapeutiques et en particulier le système de Brindley. Alors pour qui est-ce qu'on utilise cette technique chirurgicale ? Il s'agit de patients qui ont une lésion médulaire complète parce qu'on va faire de la radicotomie postérieure des racines S2 à S5. Donc il ne faudrait pas que le patient perde sa sensibilité périnéale et des fesses. Vous savez que c'est une zone quand même relativement importante pour les escarres. Et puis ça a un impact aussi sur la fonction sexuelle et sur la fonction anorectale. Le principe est simple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La continence est obtenue par la radicotomie, on abolit la capacité que le réflexe a de se déclencher, et la miction est obtenue par stimulation des racines motrices. Alors ça ne va pas sortir très bien, mais vous voyez les bursts de stimulation. En fait, la stimulation sphinctérienne s'épuise petit à petit, alors que quand on arrête la stimulation, elle entraîne à la fois une contraction vésicale et une contraction sphinctérienne, mais dès qu'on arrête la stimulation électrique, le sphincter ne s'ouvre pas, mais il ne se contracte plus.
alors que la pression vésicale reste élevée. Donc c'est ça le principe. Ce n'est pas une miction synergique, on ne restaure pas une miction normale, c'est une miction dysynergique, mais moins dysynergique, et qui permet, grâce à cette stimulation électrique, de maintenir une contraction vésicale suffisante pour pouvoir permettre une vidange complète de la vessie. Donc le matériel, en fait, est implanté. Alors, il y a 2 techniques d'implantation. Je vais essayer d'aller relativement vite sur ce sujet. Ça a peu d'importance. En pratique, vous avez une trappe à racines, là, que vous voyez là en haut, hein, dans lequel on peut glisser les racines S2, S3, S4. Après avoir testé par stimulation électrique directe leur effet sur la contraction vésicale, tout ça est relié avec un certain nombre de câbles à un récepteur qui est mis sous la peau, et vous avez un stimulateur externe qui est paramétré pour entraîner un certain nombre de programmes sur ces 3 canaux, qui sont les 3 trappes à racines possibles. Alors les résultats, ils sont bons. Il faut quand même que le patient sache se sonder, parce que dans à peu près 10% des cas, la dissection des fibres sensitives est un peu large. Et donc, du coup, la stimulation sur un nerf où il n'y a plus de fibres motrices marche moins bien. Donc, il faut déjà qu'il sache se sonder avant. Mais en pratique, vous avez quand même, dans toutes les études qu'il rapporte, vous avez plusieurs études tout à fait récentes qui montrent des résultats vraiment intéressants. Sur des résultats à plus de 10 ans, vous avez 80% des patients qui continuent d'utiliser ce système, avec, pour ceux-ci, des patients qui ont des résidus extrêmement faibles et une continence qui est vraiment très élevée. Donc, ce sont très bons résultats. Le taux de révision, en revanche, il était dans les séries de Brindley assez faible, de 10% à 10 ans. C'est un peu plus que ça, puisque c'est quasiment 50% des patients qui auront besoin d'une révision. En fait, c'est vraiment comme toujours des systèmes de la connexion qui est parfois plus fragile et les câbles qui ont tendance à casser. Alors, c'est une très bonne technique, extrêmement séduisante. La continence sans sondage, donc des risques infectieux extrêmement faibles, c'est extrêmement séduisant. Le problème quand même, c'est que vous savez que le pourcentage de patients incomplets est de plus en plus élevé, déjà, donc vous éliminez cela, et que par ailleurs, faire de la radicotomie postérieure a un certain nombre d'impacts sur les fonctions périnéales. Un premier impact sur la fonction sexuelle, c'est qu'il n'y a plus d'érection réflexe. Un deuxième impact sur la capacité de déclencher l'éjaculation par stimulation vibratoire, puisqu'il n'y a plus de volet afférente sensitive qui remonte par les nerfs pelviens, il n'y aura plus donc d'éjaculation réflexe, et puis une défécation qui est aussi modifiée. Alors, il y a des programmes pour l'érection et des programmes pour la défécation. Sur le programme pour l'érection, s'il faut maintenir le stimulateur en place en appuyant avec le doigt dessus pendant le rapport, évidemment, ça complique le rapport sexuel, c'est peu utilisé. Donc du coup, il y a très peu de patients qui utilisent cette technique chirurgicale, il y a très peu d'implantations par an. Ça reste une très bonne technique, et en tout cas c'est un très bon principe. L'idée qu'une déafférentation permette de contrôler la continence et que la stimulation électrique permette de contrôler la miction. Il y a certainement d'autres solutions thérapeutiques pour le faire, on le verra pour le futur. Alors, la neuromodulation sacrée, c'est le même stimulateur que celui que vous a présenté tout à l'heure Jean-Baptiste, sauf qu'elle est mise sur un nerf périphérique qui est le nerf sacré, le 3e, par voie trans-trou sacré. On repère le 3e trou sacré à la radio ou avec des repères anatomiques. On implante la stimulation. Il y a 2 phases, une phase test, puis un implant définitif. Alors, les indications, c'est essentiellement l'hyperactivité vésicale réfractaire et maintenant de plus en plus l'incontinence fécale, et en particulier chez le patient neurologique avec une très bonne efficacité. Le syndrome d'hyperactivité vésicale, vous savez, c'est cette sensation d'urgence qui apparaît de manière brutale, qu'on ne peut pas différer, qui s'accompagne très souvent d'une augmentation de la fréquence d'émission, diurne et nocturne, et d'une réduction du volume uriné. Donc du coup, on peut l'évaluer sur un élément simple qui est le catalogue mictionnel. On demande aux patients de remplir les volumes urinés à chaque miction et de nous rapporter les épisodes d'urgence et les épisodes de fuite. Donc je passe assez rapidement. L'implantation est relativement simple. Et cette période de test a bénéficié d'une innovation du matériel, parce qu'avant les sondes, elles avaient un peu tendance à bouger. C'était des sondes maintenant qui sont des sondes avec, vous le voyez, des petites ailettes qui se déploient quand on enlève la gaine, et donc qui permettent de glisser la sonde le long du 3e trou sacré. Et comme il y a un fascia, en fait, même si l'axe du trou sacré est un axe sagittal, ils viennent se glisser
le long du plexus de manière latérale avec une inflexion latérale. On repère qu'on est au bon endroit à la fois sur la sensation et la contraction musculaire associée en soufflet du releveur de l'anus. Et ça marche plutôt pas mal. Alors maintenant, on a des résultats sur le long terme avec ces techniques, avec des expériences, avec ces nouveaux systèmes d'implantation, puisque ça a considérablement augmenté le taux de succès au test, avec des résultats qui sont vraiment intéressants. Le fait d'avoir ces nouvelles sondes de stimulation aussi, ça permet de tester plus longtemps. Quand on regarde dans le syndrome d'hyperactivité vésicale les effets des médicaments, l'effet du médicament, il faut un certain temps pour que le comportement se modifie. Et donc aussi, au cours du test, il faut un certain temps pour que le patient reprenne confiance dans sa capacité à stocker l'urine et avoir moins d'épisodes d'urgence. En plus, ça permet de tester aussi la fonction anorectale et de juger du bénéfice sur les deux fonctions si on prolonge la durée du test jusqu'à 3 semaines maintenant, avec peu d'effets sur la douleur et sur le risque d'infection. L'efficacité à 5 ans, vous voyez qu'elle est maintenant assez bien rapportée par des grosses équipes qui ont des nombres de patients qui sont relativement importants. Il y a un petit écrémage du résultat. Entre le test et le résultat immédiat, c'est moins 10% à moins 15%. Et puis après, au fur et à mesure du temps, il y a une petite baisse de l'efficacité. Est-ce que c'est la pathologie qui se développe avec une intensité d'effet de la stimulation qui est la même, ou bien est-ce que c'est l'effet de la stimulation tel qu'il était qui se modifie au fur et à mesure du temps? À la limite, peu importe, ça reste des taux de succès qui sont quand même tout à fait élevés. Et il y a eu des études qui ont été faites avec des périodes contrôle d'implantation du matériel sans stimulation qui ont bien permis de valider l'intérêt de cette technique thérapeutique. Par ailleurs, il y a un effet d'apprentissage et d'amélioration de la technologie qui fait qu'on a diminué le taux d'effets secondaires avec le temps et dont ces résultats viennent d'être publiés relativement récemment. Alors, quels sont les modes d'action? Les modes d'action, ils sont multiples. Ils sont à la fois périphériques et centraux, avec beaucoup d'analogies avec la douleur. Les fibres sensitives de la vessie, c'est les fibres de la douleur. C'est des fibres C, des fibres à delta, une régulation pharmacologique extrêmement proche. Et beaucoup de gens ont cherché justement à regarder sur un certain nombre de paramètres associés à cette stimulation qui jouent par la modification des propriétés des afférences et qu'on prouvait alors les récepteurs NMDA, le rôle des opioïdes, la diminution de l'hyperactivité des fibres C et de leur modification même en termes de propriétés de ces afférences avec la neuromodulation, avec des résultats tout à fait intéressants. Il y a des études au PET scan et on se retrouve toujours confronté à la même difficulté pour l'interprétation de cela, de savoir qu'est-ce que l'on fait exactement avec le PET scan. Quand même, il y a des éléments intéressants parce que selon que le résultat est positif ou que le résultat est négatif, les zones qui sont modifiées à l'étude au PET scan après stimulation ne sont pas tout à fait les mêmes. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces études au PET scan, c'est qu'ils montrent très clairement que les zones qui sont modifiées par la stimulation chronique dans le syndrome d'hyperactivité vésicale sont celles qui sont responsables des systèmes d'alerte et de conscience du trouble urinaire. Ce n'est pas tellement le fait que la capacité va augmenter de manière importante par l'effet périphérique, c'est aussi le fait que dans la manière dont on va traiter la sensation de besoin, eh bien, elle va se traiter de manière différente. Alors le futur, puisque ça faisait partie de la commande d'aujourd'hui, et je vais vous en proposer quelques-unes. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans ce domaine tout à fait spécifique de l'application de la stimulation électrique dans les troubles vésico-sphinctériens. Vous en avez choisi 3. Une première, c'est des solutions technologiques, parce qu'aujourd'hui, on est encore avec un stimulateur qui ne date pas complètement d'hier, même s'il a fait des progrès pas inintéressants en termes de taille de stimulateur et de potentielle durée de vie de la pile. Il y avait la possibilité et un développement qui avait été démarré avec un système entièrement implantable, sans câblerie, à recharge externe potentielle. C'est exactement le sujet dont parlait Jean-Baptiste tout à l'heure, qui était le système Bion. Alors, qui pouvait être implanté relativement facilement. Un deuxième élément qui est vraiment un élément très intéressant et probablement très prometteur pour les applications neurologiques, Karl Dietrich Sievert en Allemagne a testé l'efficacité de la neuromodulation comme étant potentiellement un élément qui vient impacter la course naturelle de l'apparition de l'hyperactivité du détrusor chez le patient neurologique.
Vous savez qu'initialement, il y a la période de choc spinal, la vessie ne se contracte pas, puis que petit à petit, au fur et à mesure des semaines et des mois, les choses vont réapparaître sous l'influence d'un certain nombre de facteurs qui sont très liés à la neuroplasticité sous-lésionnelle. Et donc, il a eu l'idée, pourquoi pas tester, puisqu'il y avait un support sur l'animal, en particulier des études qui avaient été faites chez le chien, pour regarder ce que ça pourrait donner chez l'homme de faire de la stimulation sacrée bilatérale chez le paraplégique en phase aiguë. Et donc, il a fait une très jolie étude qui a été publiée quand même dans un journal tout à fait non négligeable, puisque c'est les Annals of Neurology l'an dernier, et qui montre les résultats sur une dizaine de patients de cette implantation du stimulateur bilatéral, avec un suivi moyen de 29 mois, pouvant aller jusqu'à 40 mois. Et avec des résultats qui sont vraiment intéressants, parce qu'il semble que si on applique cette neuromodulation sacrée dès le début, chez des patients qui sont initialement avec des scores AIS-A, eh bien, on se retrouve avec un effet permanent de la stimulation électrique sur le maintien d'une vessie qui ne se contracte pas. Ce qui est surprenant, c'est que si ça impactait la neuroplasticité, il devrait y avoir un effet rémanent à l'arrêt de la pile ou un problème technique. Ce n'est pas le cas. Et il décrit très bien que chez 3 patients, il y a eu un problème technique, la stimulation qui s'est arrêtée pour des histoires de pile ou de câblerie, et qu'est apparue immédiatement l'hyperactivité du détrusor. En pratique, c'est quand même une solution intéressante, parce que vous savez que les médicaments de première ligne ont une efficacité certaine, mais des effets secondaires aussi qui sont très importants, et il semble que cette technique de stimulation électrique soit extrêmement bien supportée. Alors l'autre solution, elle avait été exposée, je crois, l'an dernier ou il y a 2 ans par Brigitte Church. C'est un travail qu'elle avait mené quand elle était encore à Zurich. C'est simple, c'est le Brindley sans radicotomie. L'avantage du Brindley, personne ne le discute. Le désavantage, c'est la radicotomie. Eh bien, elle utilise des systèmes de blocs anodaux avec des stimulations à plots multiples sur le plexus sacré qui lui permettent du coup de mettre en off les afférences du plexus sacré et d'utiliser en même temps, avec l'implantation des électrodes de Brindley, pouvoir permettre la miction quand on le souhaite. Donc à la fois un système de stimulation qui, quand il marche, bloque la contraction vésicale, l'apparition du réflexe mictionnel, et quand il est en off avec la stimulation électrique, permet d'obtenir la miction. Voilà, j'en ai fini. Donc vous voyez qu'il y a une longue histoire de la stimulation électrique sur la fonction vésico-sphinctérienne. Actuellement, 2 techniques avec 2 matériels applicables sur la fonction vésico-sphinctérienne et des futurs qui sont encore importants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc, nous avons le temps pour des questions qui viendraient de la salle. Je vous en prie. Monsieur Thiebaud. La toxine a changé beaucoup de choses. Donc, quelle est aujourd'hui la place des stimulations par rapport à la toxine? Alors, tu as 2 cas de figure. Tu as le cas de figure de l'idiopathique. Voilà. Et le cas de figure de l'idiopathique, la place respective de la neuromodulation versus la toxine se discute de manière assez complexe parce que ce sont 2 principes thérapeutiques très différents. La toxine botulique, c'est un médicament, une durée d'action, une réinjection. C'est peu invasif, mais quand même, il faut se faire piquer la vessie sous anesthésie locale. Et puis, de l'autre côté, tu as la neuromodulation, 5 à 7 ans avec la pile, un taux d'efficacité qui est bien connu, de même que dans la toxine. En termes d'efficacité, on est dans des discussions sur l'amplitude de l'effet, le taux de patients continents, etc. Il n'y a pour l'instant pas d'études comparatives face-face. Il y en a une qui est en train d'être faite aux États-Unis. La vraie question, c'est que la toxine induit de la rétention, la neuromodulation pas. Donc il y a déjà un premier critère de choix qui est le fait que le patient puisse se sonder ou pas. Tout ça chez l'idiopathique. Et puis il y a un deuxième élément qui est celui de l'appétence du patient pour la technique chirurgicale ou pour la technique endoscopique, qui sont aussi des éléments importants pour lesquels je rejoins tout à fait la discussion que tu avais tout à l'heure et que tu évoquais, qui est celle de la qualité de l'information qu'on donne aux patients sur les résultats attendus, les techniques qu'on va utiliser, le taux d'effet secondaire, la manière dont on le dit, la confiance qu'on a dans chacune des procédures qui modifie bien évidemment le taux de résultat. Parce que de la même manière que pour la douleur, l'effet placebo, c'est 30%. Voilà. Alors toutes ces techniques, elles sont validées, elles font mieux que le placebo, ça c'est certain. Le problème de la toxine, c'est de déterminer la bonne dose pour le bon effet pour contrôler le risque de rétention.
Et puis chez le neurologique, et en particulier chez le blessé militaire, la neuromodulation, sauf l'indication que je viens de te montrer là, a peu de place parce que l'amplitude de l'effet est relativement faible, alors que la toxine, elle, a pris une place très importante en traitement de deuxième ligne.